Bonjour les Raf, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour un petit point. Alors, au niveau macro, globalement, rien n'a changé. Mais ça bouge énormément pour le marché. Alors c'est toujours la même chose, on se resserre un petit peu du réchauffé, mais l'idée c'est bien, pour moi, il y a quelque chose de très important à bien comprendre, et peut-être que le marché a mis un petit peu de temps à le digérer, mais c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est que parfois, on connaît déjà l'info, hein, bien entendu, on sait qu'on va relever les taux, on sait que ça peut impacter la croissance, mais également impacter donc l'inflation. On sait qu'il y a les midterms en novembre aux US, et on sait bien que la popularité de Biden est au plus bas, et donc même si la Fed normalement est censée être un petit peu solo, on sait très bien que on l'a certainement un petit peu tiré les oreilles en lui disant ta mission à la base, hein, c'est bien de contrôler l'inflation. Donc du coup, ce qui fait peur au marché en fait, c'est le discours qui a changé très très rapidement vis-à-vis de la Fed. On savait très bien qu'on allait avoir droit au relèvement des taux, on sait très bien qu'on va avoir droit à une réduction du bilan. Mais là, en fait, l'idée, c'est que entre le moment où, en gros, on nous a dit c'est temporaire, puis le moment où on nous a dit c'était transitoire, puis le moment où on nous a dit on va relever les taux, et le moment où on nous a dit il y a 2 mois qu'avec un calendrier, on va relever les taux jusqu'à tel niveau d'ici 2023, etc., on rentre maintenant dans des discours qui sont beaucoup plus hawkish, où en gros, on dit que on, on a limite l'impression que la Fed panique. La Fed panique, du coup, pense qu'elle est trop en retard et donc essaye de rattraper le retard en augmentant les taux de manière très rapide, très forte. Et donc, premier schéma, alors on va essayer de le zoomer peut-être pour que ce soit un petit peu plus visible, c'est évidemment le calendrier. Le calendrier, on était passé sur un mode step by step, où en gros on faisait du 0,25, 0,5%. Mais là, voilà, on sait très bien que dans 10 jours, là, on va avoir droit à du 0,5%, et puis le prochain coup, peut-être même qu'on aura droit à du 0,75. Donc c'est ça, c'est ce changement-là, c'est-à-dire que fondamentalement, il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer, je ne comprends pas pourquoi le marché réagit maintenant, alors que globalement, on est au courant de tout. Non, le marché réagit à une nouvelle incertitude, c'est le fait que la Fed est en train d'accélérer. Et cet esprit, pour moi, de dire, est-ce que la Fed est vraiment en train de savoir ce qu'elle fait? Il y a une année, hein, j'avais fait une vidéo pour expliquer que le mot temporaire, hein, il se mettait bien dedans avec, parce que la problématique, c'est la définition du mot temporaire. Donc le mot transitoire a été beaucoup mieux utilisé. Mais la problématique, c'est que ça aussi, ça fait long feu. Et tout le monde a la définition de transitoire, pour la plupart des gens, c'est quelques mois, c'est pas 2 ou 3 ans. Et pour autant, c'est ça dont on est en train de parler. En plus, ce transitoire est devenu un peu plus durable, puisque entre-temps, on a eu plusieurs autres vagues de Covid d'ailleurs qui n'existe plus apparemment, dorénavant, on a eu la guerre en Ukraine. Donc ça, en fait, c'est toujours transitoire, mais ça vous repousse le transitoire. Et plus vous repoussez le transitoire, plus à un moment donné, on a l'inflation de second tour qui arrive quand vous avez l'augmentation des salaires. Ces augmentations de salaires, pour l'instant, c'est uniquement sur les salaires de base, bien qu'on commence à toucher aussi des salaires de plus haut niveau. Mais il va falloir encore attendre certainement plusieurs mois avant de pouvoir vraiment valider ces hausses de salaire. Et ces hausses de salaire, c'est là où ça va être très important, parce que c'est tout ce qui va faire la différence entre, oui, c'est potentiellement tout ça, c'est transitoire, et donc la hausse de ces taux d'intérêt court terme de la Fed, on ne parle pas des taux longs, va également faire en sorte, cette inflation va faire en sorte également que ça nous touche les salaires et qu'on augmente les salaires. Si vous avez une inflation, mais que vos salaires également sont indexés, alors ils ne le sont pas, bien entendu, c'est bien ça qui est dommageable, mais si ils le redeviennent ou qu'ils arrivent à suivre un petit peu plus l'inflation, globalement, vous avez moins de risques pour la croissance. Là, en fait, la variable d'ajustement actuellement, c'est le taux d'épargne. C'est le taux d'épargne des ménages. Alors, il est encore très très fort en France. On est tout simplement des fourmis. Par contre, aux US, ils sont beaucoup plus cigales, et là, on est d'ores et déjà en train d'avoir quasiment résorbé en fait tout le surplus d'épargne qu'il y avait eu suite au Covid et au confinement. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, dans les résultats qui sont publiés par les sociétés, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même de très bons résultats et une très bonne résilience grâce à nouveau à des hausses de prix qui sont encore acceptées par le client. Le client pouvant être en B2B ou en B2C,
Mais ça, voilà, à un moment donné, il va bien falloir se dire aussi que c'est parce que les entreprises se sont refinancées grâce au Covid à des taux très bas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, évidemment, tout le monde dit « Oh mon Dieu, les taux sont en train de remonter, donc ça va asphyxier, puisqu'on a pris énormément de dettes pendant le Covid, donc ça va asphyxier les États, ça va asphyxier les entreprises. » Oui, mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que l'État, c'est une chose, mais les entreprises, si normalement elles ont bien fait leur boulot, elles se sont bien refinancées, elles ne se sont pas refinancées à 1 an ou 2 ans, pas comme un État qui a besoin à chaque fois de faire des rollovers. Et en faisant ces rollovers, en fait, on se retrouve avec de moins en moins d'obligations avec des taux négatifs, comme actuellement. Mais pour autant, vos taux réels sont toujours négatifs, puisque votre inflation est supérieure à votre OAT, à votre taux à 10 ans. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte. C'est-à-dire que oui, on est en train d'augmenter le financement, et donc au fur et à mesure, et plus l'inflation dure, et plus les taux continuent de monter, et plus forcément, à un moment donné, ça va coincer. C'est pour ça que j'avais dit, il y a quelques vidéos, c'est qu'à un moment donné, le risque, il devient social, post-élection, peu importe qui gagne, il aura très certainement ou elle les pieds et poings liés. Alors il y aura les législatives pour voir un petit peu s'il y a majorité ou pas, mais dans les deux cas, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas de majorité, ou qu'elle ne sera pas, et que ça sera très court, et que donc le futur président ou présidente sera un petit peu dans l'embarras pour les réformes. Dans les deux cas, ces réformes, on le voit, demandent aussi encore du déficit, et donc là aussi, à un moment donné, on a habitué les gens avec la crise de leur dire ben en fait, vous n'avez plus besoin de vous serrer la ceinture, puisque on rase gratuit. La problématique, c'est qu'à un moment donné, si vous avez les taux qui continuent de monter, on ne va plus pouvoir raser gratuit, sans pour autant parler de crise de la dette, etc. On n'en est absolument pas encore là, on reste encore en taux réel négatif aujourd'hui, mais pour autant, les marges de manœuvre aujourd'hui en termes de financement et en termes de déficit futur sont réduits. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas vraiment les moyens, peu importe pour le pouvoir d'achat, le truc, le machin, faire des chèques, des plans, des trucs, on va avoir de moins en moins les moyens, et la problématique c'est qu'on a habitué les gens à ça. Et pour moi c'est ça le drame, et c'est ça qui peut pousser un petit peu à un aspect social de l'affaire, au-delà de la crise énergétique et de la crise alimentaire aussi qui peut nous toucher. Alors beaucoup moins nous en tant que Français, mais les pays, d'autres pays qui ont beaucoup moins d'autocapacité et qui importent beaucoup plus. Donc là, pour en revenir à notre point majeur, c'est ici la problématique, c'est dans les prochains mois où on voit donc, je veux dire, remonter les taux d'intérêt courts, donc des banques centrales, de les faire passer de 0,25, 0,5 à 2 en l'espace de 4 mois, c'est ça la problématique. Parce que 2% en soi, historiquement parlant, c'est toujours très bas, c'est toujours très accommodant. Et puis avec une inflation qui est aux États-Unis toujours à 7-8%, même si potentiellement on a vu le pic. Après, c'est pas parce que vous avez vu le pic que ça redescend comme ça. Hein. Vous pouvez voir le pic et puis ça peut redescendre très très doucement. Donc on peut rester en glissement annuel à des niveaux de 7-8%. Donc vous restez à des taux réels négatifs. Donc l'obligataire, quelque part, c'est toujours pas intéressant. Même si on vous délivre 3% aujourd'hui d'intérêt sur une OAT à 10 ans américaine, c'est bien, mais vous prenez 7 ou 8% d'inflation dans la figure. Donc vous êtes en taux réel, vous êtes toujours en taux réel négatif à du moins 4, moins 5%. C'est un petit peu moins fort si vous faites ça avec la France, etc. Mais vous êtes là aussi à du moins 2, moins 3%, même si l'OAT continue de monter. Donc c'est pas encore maintenant que l'obligataire devient intéressant. En fait, on voit, pour que l'obligataire devienne intéressant, eh ben, il faudrait que la hausse des taux arrive à juguler l'inflation, et en parallèle impactera aussi la croissance. Et donc à partir de ce moment-là, on verra, et c'est là où j'avais fait justement quelques chroniques il y a déjà plusieurs mois, de dire en fait, c'est quand l'inflation va baisser que les ennuis vont commencer pour le marché boursier. Parce qu'aujourd'hui, le marché boursier se maintient encore très bien, car il n'y a toujours pas d'alternative. Alors certes, vous pouvez diversifier, et vous avez tout un tas de banques, de fonds qui ont une obligation de diversifier, qui ont une obligation d'avoir de l'obligataire. Mais ou sinon, si vous n'avez pas d'obligation d'avoir de l'obligataire, à moins d'aller chercher de l'obligataire chez des émergents, etc., parce que vous allez toucher un coupon de 6 ou 7%, et de prendre en compte également le risque que vous avez sur l'échange, sur la monnaie,
Mais globalement, aujourd'hui, si on parle US ou Europe, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui d'avoir encore de l'obligataire, encore à ce stade, parce que votre inflation est encore forte. Mais petit à petit, si on arrive à résorber l'inflation dans les mois à venir, ben c'est là où vous avez une problématique, c'est-à-dire que votre inflation baisse, oui, mais on va commencer à taper dans la croissance, parce que les sociétés ne vont pas être dans la capacité de continuer à pousser la hausse des prix au client final, puisqu'il va avoir de moins en moins de cash. Alors c'est plus vrai, ça va être plus rapidement vrai aux US qu'en Europe, mais voilà un petit peu. Et en Europe également, alors ça va impacter l'euro, on sent aussi, il y a plusieurs voix, d'ailleurs Lagarde est montée au créneau un petit peu pour expliquer que ça serait bien de pas trop communiquer en dehors, mais c'est quand même le vice-président de la BCE donc, qui a sorti qu'en gros dès juillet, il pouvait monter les taux. Donc on voit bien qu'il y a énormément de pression également au sein de la BCE qui joue la montre jusqu'à maintenant, mais on sent bien que là aussi, le jour où ils enclenchent la remontée des taux, ils risquent de se retrouver à peu près dans la même diffusion en mode panique, il faut qu'on les remonte le plus rapidement possible, mais là, il y a encore moins de marge de manœuvre en Europe. On rappellera que l'énergie, c'est importé, et donc on a un petit peu moins d'impact là-dessus. Et ça devrait également permettre à l'euro, parce que c'est là aussi, il y avait eu des commentaires le week-end dernier, et c'est vrai, ce qui va être très important également, c'est le poids des monnaies. Quand on importe l'énergie, cette énergie est vendue en dollars aujourd'hui, on a également ce poids de l'euro-dollar qui est très important pour la suite, sans parler des entreprises également qui produisent en Europe, qui exportent et vice-versa. Donc là aussi, les mouvements sur les flux d'échange vont être très importants pour pouvoir privilégier les zones géographiques également. Donc là, l'idée, c'est bien de se dire, et j'appuie vraiment sur ce point-là, c'est bien de se dire que ce qui change, c'est pas le fait qu'on a une augmentation des taux, mais c'est la rapidité et cette sensation donc de panique. Et juste pour mettre l'église au centre du village, c'était ce que j'avais dit également dans une précédente vidéo, c'était bien de se dire qu'en gros, de passer de 0 à 2%, on a l'impression que c'est toujours une politique très accommodante, les taux sont toujours très bas et tout va bien. Mais en gros, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans les années 80-90 également, où les taux, on voit, avaient des variations très importantes, très rapides, donc on voit... Et on était sur des passages de taux, c'est-à-dire que dans les années 2000, on passait en gros de 5 à 8%. Donc on augmentait de 3% les taux, mais de 5 à 8%, l'écart est beaucoup moindre que de 0 à 2. Donc c'est là où il faut bien comprendre également que certes, on est toujours dans les taux bas, on est toujours dans des taux accommodants, mais là, je vous dis toujours en fait que ce qui crée des tensions, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les marchés, c'est pas tellement les mauvaises nouvelles, etc. C'est le fait qu'on est capable de les ingurgiter et de s'adapter si on les amène au fur et à mesure et de manière graduelle. Et là, on est capable de s'habituer à tout. Les grosses problématiques, et là où la volatilité et les peurs et les gros mouvements arrivent, c'est justement quand on a des choses inattendues ou des variations trop importantes parce qu'on n'a pas le temps de se retourner, on n'a pas le temps de s'adapter, on n'a pas le temps de digérer, et donc tout de suite, ça fait des grosses variations et des grosses réactions. Et globalement, c'est dans ça qu'on est en train de rentrer aujourd'hui. C'est pas seulement la montée des taux, parce qu'on a toujours vécu des moments de montée des taux et des moments de baisse des taux. C'est la vitesse à laquelle on est en train de faire cette montée des taux. Dans un environnement où on le sait que certes, on a le plein d'emploi, on a de la croissance, mais on sait également que tout ça est très fragile. Et pour l'instant, donc, je pense qu'on veut profiter du fait que les foyers sont encore aujourd'hui fortement solvables et se sont aussi désendettés avec la crise du Covid, comme beaucoup d'entreprises, et beaucoup d'entreprises également ont gardé du cash. Mais du coup, ce cash aujourd'hui, dans un monde où vous avez une inflation de 7 à 8%, il ne vous rapporte rien, donc vous êtes poussé également à l'investir. Donc aujourd'hui, que ce soit l'immobilier, mais bon, vous avez eu une forte augmentation des prix, et avec la remontée des taux, ça va réduire certainement un petit peu la demande, mais on part vraiment, je dirais, donc sur de l'immobilier de patrimoine, plus que de l'immobilier d'investissement qui, lui, va être plus impacté. La bourse, toujours et encore, hein, tant qu'on est en taux réel négatif aujourd'hui,
la diversification de l'obligataire n'est pas encore une alternative, sauf pour ceux qui sont obligés de devoir répondre à certaines réglementations, d'avoir toujours 20, 30%, 40% d'obligataires dans leur portefeuille. Donc voilà, ça ce sont des éléments. Mais ensuite, à l'intérieur de ce marché-là, on le voit bien, les rotations qui sont mises en place, où on va chercher des valeurs value, des valeurs de rendement, des valeurs défensives, des valeurs non cycliques également. Puisque là aussi, tous ces derniers mois, donc on était très orienté énergie, engrais, tout ce qui est crise énergétique, crise alimentaire. Mais ça aussi, voilà, à partir d'un moment, les matières premières continuent de monter, mais à partir d'un moment où on commence à taper sur l'inflation, on tape sur la croissance, et donc on tape sur la demande de ces matières premières-là. Alors la Chine est encore bloquée, mais ils vont réouvrir, donc à un moment donné, voilà, il y a énormément d'imbrication entre les flux macro qui sont en train de se mettre en place pour le long terme, et donc ces mouvements qui sont liés aussi à la Fed, qui expliquent bien maintenant qu'ils vont aller beaucoup plus rapidement, et donc ces ajustements de court terme qu'il faut mettre en place. Donc c'est ça qu'on est en train d'ajuster aujourd'hui. Donc je reviens globalement à mes moutons, et on va voir que ces ajustements, donc, ils se font sur les valeurs de croissance. Donc on est l'épaule tête-épaule inversée, je vous avais dit, il faut s'en méfier, et il ne faut pas payer. Tout simplement ce genre de figure-là, ok, donc surtout sur des mouvements comme ça. Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'on a cassé le support des 13 008, 13 007, il a fait long feu, etc. On est en train d'arriver sur celui des 13 005, 13 460 et des brouettes. Mais en gros, je veux dire, tout ce que vous pouvez éventuellement avoir, c'est du rebond technique à ce stade-là. Dorénavant, on a vraiment cassé un petit peu la dynamique de Mars, qui n'était donc un rebond au prorata de la baisse, mais qui ne changeait pas, et donc on valide bien la dégradation de la tendance sur du journalier en tout cas, et la validation un petit peu, pas dans retournement baissier encore, mais voilà, il va falloir être prudent. Alors tout ça, vous pouvez toujours avoir pas mal de volatilité, et c'est pas exclu que la semaine prochaine, on revienne chercher 13 008, 13 009, mais il faudra considérer ça comme du rebond technique à ce stade-là, et pas plus. Donc là, on peut aller chercher, on arrive dans une zone de support, je dirais 13 460, 13 400 points, c'est une zone qui peut tenir, sinon on ira chercher 13 100, cette zone-là, et là, on pourra jouer du rebond technique, mais ça restera du rebond technique. Pour moi, le marché, dorénavant, reste très dégradé, sous 13 009, 14 000 points, à ce stade-là. Et si on lâche, je vais le donner, parce que ça peut aller toujours très vite, si on lâche 13 100, on peut partir en mode un petit peu panique sell-off, et là, à titre personnel, je viserai les 12 500, 12 500, 12 300, et pour moi, ça serait une opportunité de rentrer. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut bien se dire, c'est toujours ça qui est génial, c'est augmenter les taux, c'est oh mon Dieu, c'est chaud patate sur les valeurs de croissance, j'en veux plus. Mais à partir du moment où l'inflation va commencer à être impactée par l'augmentation des taux, mais qu'on va aussi impacter la croissance, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché va re-aimer les valeurs de croissance qui sont capables de conserver leur croissance. On ne parle pas des valeurs de croissance qui perdent leur croissance. Ça, évidemment, on n'en veut plus du tout. On parle des valeurs de croissance qui conservent des croissances à 2 chiffres, donc au-dessus de l'inflation, au-dessus de la croissance économique, avec une bonne visibilité, qui ont du cash, donc des ratios d'endettement qui sont très valeurs, et ça va devenir, certes, c'est des valeurs de croissance, mais ça va devenir comme des valeurs value. Donc c'est là aussi où c'est important, et ça va être recherché. Donc il va falloir également savoir qu'il faut faire le tri entre valeurs de croissance et valeurs de croissance. De la même manière qu'il faut faire le tri entre valeurs value et valeurs value, parce que vous avez des valeurs value qui continuent de détruire de la valeur. Donc certes, elles cotent moins que leurs fonds propres à la limite, mais comme elles continuent de détruire de la valeur, le marché les fait coter moins que leurs fonds propres, parce que le marché anticipe qu'elles vont continuer de détruire des fonds propres. Donc à partir de ce moment-là, il faut également faire énormément de tri de ce côté-là. Donc du coup, on en avait parlé également dans d'autres vidéos, mais à plus moyen terme, le marché peut avoir peur des valeurs cycliques qui sont plus value, parce qu'à un moment donné, si on augmente les taux de manière drastique, ça va et qu'on commence à avoir résorbé le surplus de cash que l'on avait grâce au Covid, on va faire attention au prix.
on va moins acheter. Et donc, la demande va baisser. Et donc, ces valeurs cycliques, même sur des matières premières, etc., elles vont commencer, elles aussi, à être impactées. Et c'est là où on a vu de plus en plus les portefeuilles venir se pondérer sur de la santé, sur du télécom, sur des services aux collectivités. Donc tout ce qui est également considéré comme du non cyclique, du défensif à ce moment-là, on le voit là aussi, qui sont des valeurs qui viennent un petit peu renforcer des portefeuilles pour avoir un côté défensif. Et également, il ne faut pas omettre, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais on reviendra sur les différentes choses après, il ne faut pas omettre également qu'une banque centrale qui est encore accommodante, il ne faut pas non plus brûler des étapes, on est encore très accommodant, mais une banque centrale qui vous explique que pour combattre l'inflation, elle va augmenter encore plus rapidement ses taux, réduire son bilan à un moment donné ou à un autre aussi, il faut bien également prendre en compte que ce n'est pas bon pour les matières premières précieuses, donc or, argent, platine. Dans l'idée, c'est toujours la même chose, c'est que qu'est-ce que vous voulez pour que l'or monte? Vous voulez une dévaluation des monnaies. Et pour que vous ayez une dévaluation des monnaies, vous avez besoin d'une inflation en gros et vous avez besoin de banques centrales qui soient très accommodantes et qui en gros vous continuent de vous créer de la monnaie de singe. Là, à partir du moment où on est en train d'expliquer que oui, il y a de l'inflation, mais qu'en gros, on est en train de sortir la tirée lourde, alors il y a fort à parier qu'on n'ira pas au bout du plan de la Fed parce qu'on aura impacté la croissance bien avant et que donc, du coup, il redeviendra très important de mettre un pied sur le frein de cette augmentation des taux pour, en gros, essayer d'avoir un soft landing plutôt qu'un hard landing sur la croissance, sur l'économie. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est pour ça aussi que je pense qu'ils y vont franco et beaucoup plus rapidement. C'est pour se redonner de la marge de manœuvre, pour que quand la machine coincera un petit peu, eh ben, ils aient encore un petit peu de marge globalement. Sinon, on tombe un petit peu en mode japonisation, là, où en gros, vous vous retrouvez éventuellement avec... alors eux, c'était pas de la stagflation, hein, parce qu'ils avaient de la déflation, mais vous vous retrouvez avec des taux que vous laissez à zéro, en gros, vous n'arrivez pas à créer d'inflation. Alors ça, c'est potentiellement, pour ceux qui avaient suivi l'aspect démographie, etc., qui était plus l'horizon à quelques années, etc., c'est plus le scénario, l'aspect vieillissement des populations, et où on rentre, en gros, il y a un combat entre différents scénarios qui est de dire on va chercher ce que font les Japonais, on va vers la japonisation, en gros, de l'économie. Donc des taux à zéro, un vieillissement de la population, mais globalement de la déflation, voire de l'inflation très, très faible, ou l'autre scénario, mais globalement, je vois que ça fait déjà 23 minutes que je parle, donc voilà, globalement, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai pu faire, vous avez tous ces scénarios-là. Et donc on est vraiment là-dedans, et c'est pour ça que c'est très frustrant le marché actuellement, parce qu'on voit des variations à court terme qui donc sont capables de nous dire, mais attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je pense de ma vision macro à moyen long terme, là, on est complètement en train de se paumer, le marché ne pense pas ça. Non, en fait, il y a énormément de volatilité, vous avez énormément toujours de cash, de liquidité sur les marchés, et vous avez donc ces variations importantes qui se mettent en place. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez là la Fed, le côté on resserre plus rapidement, ça vous impacte le court terme. Mais pour moi, ça ne change pas la physionomie de moyen à long terme. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer à ces plans et bien comprendre quand vous avez des mouvements importants, c'est de vous dire, ok, est-ce que c'est un mouvement de court terme qui m'impacte et qui me change complètement mon paradigme de moyen à long terme, ou est-ce que non, c'est juste un mouvement de court terme, mais le marché va le digérer et va re-rentrer ensuite dans sa vision de moyen-long terme. Mais en attendant, ça peut créer énormément de variations. Donc l'or, globalement, graphiquement parlant, c'est toujours haussier sur du long terme. À court terme, pour autant, on le voit, on est revenu en mode neutre. Mais voilà, il ne faut pas nécessairement casser son scénario de moyen-long terme là-dessus, à ce stade-là. Donc c'est là où je vous avais dit, le plus important cette année, hein, qui est une année de transition, qui peut durer donc, c'est de connaître votre profil, de connaître votre proportion au risque. Parce que c'est dans ces moments-là que l'on se rend compte en fait qu'on n'avait pas bien défini son profil et qu'on n'avait pas bien défini sa capacité à prendre du risque. Parce que quand les marchés montent, on se dit oui, moi je peux prendre du risque. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais vécu
vous n'avez jamais vécu des grosses baffes. Donc vous dites, moi je suis capable de prendre du risque, il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à vous prendre du moins 10, moins 15, moins 20%, là vous vous dites, non, en fait j'ai une aversion pour le risque en fait, qui est réelle. Donc malheureusement, c'est quand les marchés baissiers arrivent que la plupart des gens se rendent compte qu'ils ont une aversion pour le risque. C'est le moment où la plupart des gens se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas de money management, ils n'avaient pas de gestion du risque. Et notre boulot, le vrai boulot d'un investisseur, avant toute chose, c'est d'être un gestionnaire du risque, c'est d'être donc un gestionnaire de l'incertitude. On est vraiment dans un boulot où notre première compétence, c'est de ne pas savoir, et de gérer qu'on ne sait pas. Et on ne fait qu'au quotidien gérer qu'on ne sait pas. On gère le risque. C'est la seule chose qu'on est dans la capacité de gérer. On n'est pas capable de gérer le futur, on n'est pas capable de gérer Jérôme Powell, on n'est pas capable de gérer la guerre en Ukraine, on n'est pas capable de gérer les événements X ou Y. On est capable de faire des scénarios, des hypothèses de travail, c'est ce que je vous propose, mais derrière, sur ces positions, on gère notre risque. Et je veux dire, c'est pas grave de sortir d'une position, de garder la conviction macro, moyen, long terme, mais de sortir de la position pour justement réduire son risque et de rentrer plus tard. C'est ça aussi, ça fait partie d'une gestion active, mais qui également permet quelque part aussi de garder non seulement votre capital financier, mais votre capital confiance, le mental. Parce que ça aussi c'est très important, parce que des marchés comme actuellement, c'est pas seulement qui sont en train de faire un trou dans votre capital financier, c'est qu'ils font surtout un trou dans votre mental. Et si votre mental est impacté, malheureusement, tôt ou tard, vos finances également, ou votre perte d'opportunité est impactée aussi. Vous êtes moins regardant, vous faites moins attention, vous loupez des opportunités. Donc c'est vraiment ça qu'il faut protéger en premier lieu. Quand on regarde le pétrole, également, on est dans ce même avis, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine neutralisation. Donc là aussi, il ne faut pas sous-estimer que on peut lâcher les 105 par le bas, revenir chercher la zone des $100 sur une zone de support. On reste sur des tendances haussières de long terme. Il faut accepter la volatilité de court terme. Il faut accepter qu'à un moment donné, les matières premières peuvent se mettre à baisser parce que le marché, à court terme tout du moins, se dit si les taux augmentent fortement très rapidement, j'ai tout un tas d'opérateurs de marché qui vont remettre leurs achats plus tard, réduire leurs demandes, éventuellement faire du stock, etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte dans la capacité du marché de réagir très rapidement à court terme. Mais pour autant, à long terme, vous êtes toujours sur une demande qui est croissante, dans un déficit d'offres structurel. Donc, je veux dire, vous êtes toujours dans ces physionomies de long terme, que ce soit sur le pétrole ou les autres matières premières. Et les matières premières minières, n'oublions pas que la transition écologique, oui, c'est très bien, mais avant qu'on y arrive, c'est l'utilisation de plus d'hydrocarbures. Et plus vite on veut y arriver, plus il faut utiliser d'hydrocarbures, plus il faut utiliser de ressources minières. Or, on ne construit pas un puits, des installations maritimes, une mine en 2 jours. Ça prend du cash. Ça coûte de plus en plus cher et ça prend du temps. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en considération, et évidemment la même chose pour les matières premières agricoles. Donc, et surtout si vous prenez 1 ou 2 années de mauvais temps et donc de mauvaises récoltes, ça se rajoute évidemment à votre problématique. Donc c'est vraiment l'important, et je pense l'avoir déjà dit énormément, mais j'appuie vraiment beaucoup dans cette vidéo, parce que sinon vous allez être très frustré, et ne vous noyez pas dans les mouvements de court terme, comprenez-les, pourquoi on réagit comme ça à court terme, mais sans s'aborder votre vision hélicoptère, votre vision de plus long terme, qui est elle, est la plus importante globalement, et il faut accepter qu'à court terme, le marché fait des variations, parfois très importantes. Je reviens sur le CAC 40, rapidement. Le CAC 40 donc, a été plus solide dernièrement parce que d'une part, il y a toujours la guerre en Ukraine bien entendu, mais il y a moins d'escalade, donc ça crée moins d'incertitude, même si les pourparlers pour l'instant sont repoussés à plus tard. Donc on a plus de valeur value, plus de valeur défensive. Maintenant, voilà, à un moment donné ou à un autre, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo,
Euh, Remonter les taux, c'est très bien. Alors en Europe, ça sera plus long, ça mettra plus de temps. Mais le marché l'anticipe également, puisqu'on a vu le vice-président hier de la BCE qui a bien expliqué que dès juillet, à la limite, lui, il était chaud. Et donc du coup, c'est ça qui a calmé un petit peu le jeu. Powell, évidemment, a remis une couche. Mais globalement, c'est la peur qu'on rentre dans des banques centrales qui, après avoir attendu la Saint-Glinglin, se mettent un petit peu à réagir en mode panique. Et du coup, avec toutes les questions que ça va poser sur la croissance. Alors maintenant, la croissance, elle va se résorber au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça va impacter les chiffres des entreprises, mais pas de ceux de ce trimestre-là, ceux des prochains. Donc après, c'est qu'une question de quand est-ce que le marché se met à anticiper ce type de scénario-là, parce que la récession effective, d'une part, c'est pas alors en Europe peut-être plus qu'aux US, mais la récession effective, c'est pas sûr déjà qu'on en ait une. Et puis si on en a une, globalement, c'est pas avant la fin d'année, début d'année 2023 qu'on commence vraiment à être dans des convictions à 80-90% qu'on va y aller, quoi. Donc mais ça, ce qui est important, c'est que vous le savez bien, c'est pas quand on est à 80 ou 90% de certitude quasiment qu'on va vers quelque chose que c'est le moment d'acter. Le marché, en règle générale, a déjà acté. La problématique, c'est de savoir est-ce qu'il acte 3 mois, 6 mois, 9 mois à l'avance? C'est ça qui est en train de se jouer, c'est ça qui est frustrant sur les marchés. Les hypothèses, elles sont sur la table, on sait de quoi on parle, on avait anticipé tout ça globalement, mais la difficulté, c'est le timing. C'est toujours la même chose, c'est l'aspect timing. Donc soit on est un investisseur de long terme, etc., et donc on décide de prendre des premières positions et on rentre au fur et à mesure et on accepte d'avoir des moins-values d'attente parce qu'on rentre sur des convictions de long terme, soit on est plus actif et on n'hésite pas. Alors soit on joue que des rebonds techniques, etc., en mode trading, soit on rentre sur des positions, ça marche, tant mieux, on complète, ça marche pas, on sort de la position et on rentre plus tard sur le prochain signal. Et il faut accepter que si on est en mode trader, etc., et ben le boulot, en fait, c'est de l'observation essentiellement, et c'est de rentrer, sortir pour gérer mon risque. Ça marche pas, je sors, je re-rentrerai plus tard. Mais en gros, de me forger une liste de valeurs qui m'intéressent, de valeurs que je trouve intéressantes pour des raisons fondamentales, pour des impacts macro, etc., et de continuellement rentrer sur signal. Et puis ça marche pas, ça marche pas. Il m'est arrivé, avant de commencer à vraiment prendre un bon trend et à pouvoir le suivre, d'avoir à faire des allers-retours, je sais pas, 4, 5, 6 fois, potentiellement. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie du profil. C'est là où il faut bien connaître son profil. Ou alors, tout simplement, on se met un petit peu au diapason et on attend patiemment qu'on ait vraiment des signaux plus moindre risque. Et là encore, il faut faire attention à l'illusion des indices, parce que certes, quand on regarde les indices, le Nasdaq, évidemment, c'est pas Jojo, mais le CAC 40, c'est assez neutre encore, mais voilà, c'est pas non plus la fête, tant que vous ne redépassez pas les 6800 points, avant de parler je vous l'avais dit, avant de parler de retournement haussier, pour moi, il y avait ce biseau descendant, c'était bien en effet d'en sortir par le haut. Potentiellement, on revient chercher l'oblique et on pourra repartir. Mais en gros, tant que vous ne dépassez pas cette zone des 6008, il n'y a pas vraiment de signal en soi. C'est la plus grosse figure, on le voit, de biseau descendant. Et donc d'ailleurs, on est venu au point près quasiment impacter l'oblique ici. C'est ce niveau-là qu'il faudra dépasser pour souffler, se dire, ouais, là, on peut tenter la relance. Quel catalyseur? Ça, c'est la grande question. Mais globalement, en fait, les catalyseurs haussiers, pour moi, c'est les mêmes qu'avant, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative. Donc en gros, les catalyseurs haussiers, quand vous n'avez pas d'alternative, c'est juste que les trucs qui vous font peur, en fait, soit ils sont désescaladés, soit, avec le temps, ils font moins peur. Et donc, on a intégré le risque, on a intégré que ce n'est plus des signes noirs, c'est des signes gris. Et en gros, petit à petit, même si en effet le monde n'est pas rose et l'avenir n'est pas rose, vous êtes au courant de tout. Et comme vous êtes au courant de tout, vous avez les poches pleines, donc il n'y a pas de risque supplémentaire et vous n'avez pas d'alternative. C'est là où les actions peuvent continuer à performer malgré le fait que l'économie ou la peur de la future économie, etc. Donc c'est ça aussi où il faut comprendre la psychologie, il faut comprendre que c'est une question de flux. Donc avant tout, c'est une question d'enchère. Donc vous avez besoin tout simplement de gens qui sont prêts à payer. Parce que même des fois, quand vous avez des boîtes qui sont vraiment pas chères et qui sont données sur le marché,
Bah, si vous êtes dans une crise et que tout le monde est en train de compter chaque euro qu'il a dans le porte-monnaie pour finir la fin de mois, bah, il va pas se précipiter pour acheter une boîte même qui est à un cours donné. Vous avez besoin de flux pour pouvoir justement repayer des trucs. Donc ça, c'est également un point pour moi qui est essentiel à comprendre. Et donc du coup, le 10 ans américain, c'est la même idée, c'est de se dire, c'est un couteau qui tombe. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce genre de couteau qui tombe comme ça? Évidemment, c'est le sell-off, c'est la panique. Et donc, en gros, vu ce qu'on vient de se prendre là, il faut se dire quand même que les valeurs de croissance, finalement, elles tiennent plutôt pas mal. Alors, elles sont en train de tanker, bien entendu, c'est des baisses qui sont drastiques. On voit également qu'avec les résultats de Netflix, il faudra voir la semaine prochaine avec Apple et compagnie, évidemment, Google et tout ça, et Amazon, et ça sera très impactant aussi pour le Nasdaq, donc, et on voit qu'il n'y a pas la place pour la déception, que le tarif, ça va être moins 20%, moins 30%, ça risque d'être le tarif. Et donc ça aussi, voilà, il faut bien le prendre en considération, c'est une question de flux aussi. C'est-à-dire que la croissance aujourd'hui, globalement, à part les mecs qui veulent tenter des rebonds, les gens sont un petit peu frileux. Donc forcément, si en plus vous avez des résultats qui vous disent que, en gros, on est une valeur de croissance, mais on ne croit plus, forcément, ça fait des déceptions. Donc il faudra faire attention un petit peu à ces déceptions-là, ne pas sous-estimer, de la même façon que vous avez des valeurs qui peuvent rester survalorisées plus longtemps que vous ne le pensez et que vous pouvez rester en vente à découvert. Vous avez des valeurs qui peuvent se faire dégommer et se faire sous-valoriser bien plus longtemps que vous ne pourrez tenir votre position en long. Une fois que ça c'est dit, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est cette histoire de prorata. Et cette histoire de prorata, c'est en gros de se dire, à un moment donné ou à un autre, j'ai ma ficelle qui est un petit peu trop tendue, et donc je vais avoir un retour à l'envoyeur qui peut être sous forme de rebond technique. Mais plus ma ficelle est tendue, plus ce rebond-là peut être certes que technique, mais peut être assez juteux. Globalement, les 2000 points qu'on a gagnés sur le Nasdaq au mois de mars, c'était à considérer comme un rebond technique, en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense que je l'avais rappelé, j'espère. Et là, c'est un petit peu la même chose sur l'histoire des taux. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, on va se détendre. Cette détente-là, ça peut permettre des rebonds techniques également sur des valeurs de croissance. Mais il ne faudra pas omettre que même si on se détend, on ne change pas le schmilblick à plus moyen long terme, globalement. On reste dans cette tendance baissière de fond. Donc ça aussi, c'est très important de le comprendre. Et donc du coup, quand vous pouvez avoir ces mouvements de rebond, ça peut être des mouvements de rebond qui sont très forts, donc qui impactent les marchés également de manière très forte. Mais c'est à vous de prendre le recul nécessaire et de bien vous dire, ça c'est ce qui est en train de se passer à court terme, mais est-ce que ça change mon paradigme de moyen à long terme? Et c'est ça qui est le plus important dans les positions actuellement. Donc globalement, voilà, pour moi, on reste dans une tendance haussière sur les taux et donc sur le prix des obligations à la baisse, mais il ne faut pas omettre qu'à un moment donné ou à un autre, là, incessamment sous peu, on va avoir du rebond technique. Et on verra ensuite si on construit une figure ou quelque chose avant de pouvoir se dire oui, il y a un rebond un peu plus durable à jouer. Pour l'instant, on resterait en mode rebond technique. Mais c'est quelque chose qui peut permettre de détendre un petit peu l'atmosphère. Quand on regarde tout ce qui a fait finalement la beauté du post-Covid, les semi-conducteurs, on voit bien que, en gros, on a créé cette fatigue. J'en avais parlé aussi également, que c'est un autre élément qui est très important à comprendre. C'est bien de se dire que un marché haussier, surtout aussi fort qu'il a été, ne se retourne pas du jour au lendemain, sauf météorite qui vous tombe sur le coin de la gueule, ou Covid en l'occurrence. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez des dégradations qui sont des dégradations économiques, et donc de cycles économiques, ça se fait au fur et à mesure. La faillite Lehman Brothers et la panique qui est créée, qui reste pour la majorité des gens le début de la crise, si vous regardez vos graphiques, globalement, vous êtes déjà en fait sur la fin. C'est le dernier morceau, la panique, le sell-off, c'est en fait le dernier morceau, mais la dégradation a été bien en amont et souvent pendant des mois. Et en fait, ce qui crée le sell-off, c'est que vous n'avez plus d'acheteurs. C'est en gros, ils se sont tellement usés à acheter tous les rebonds d'avant et à se faire coincer qu'au fur et à mesure, ils n'ont plus de force.
Ils ne sont plus là, et c'est là où ça lâche réellement. Parce que vous n'avez que des vendeurs, vous n'avez plus d'acheteurs. Et c'est le risque dans lequel on est en train de rentrer sur les semi-conducteurs, surtout que la plupart d'entre eux on doivent encore annoncer leurs résultats. Vous voyez, c'est qu'on a fait de multiples rebonds ici avec énormément de volatilité, mais ça a sucé quand même énormément de force. Donc on a de la fatigue des acheteurs. Et là, maintenant qu'on est en train de revenir sur un support qui est assez important, on le voit qu'on rebondit dessus encore, on tente des choses, mais vous voyez bien que les rebonds sont de moins en moins forts et qu'on revient de plus en plus rapidement sur le support. Donc, on le fragilise. Le risque, évidemment, c'est de le lâcher. Et en le lâchant, de créer ou pas, hein, ça, j'en sais rien, mais c'est là où il faut être prêt à l'inattendu. C'est ça, la gestion du risque. C'est de se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me prépare. Je me prépare éventuellement à me dire, si ce support lâche, il faut que je sois prêt si jamais le marché ne veut pas tenir compte d'une oblique quelconque qui permettrait de construire une espèce de biseau descendant. Là aussi, c'est un petit peu prématuré de me dire il faut que je sois préparé, pas en mode oui, j'accumule, etc., ça va rebondir. Parce que si j'ai un drop comme ça, mes accumulations, elle a quelle tronche ma position? Est-ce que je suis capable de la tenir? Est-ce que j'immobilise pas tout mon capital? Est-ce que je ne casse pas ma performance de l'année, etc. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est dans l'expectative que j'ai vraiment une capitulation qui se met en place la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, parce que j'ai plus grand-chose qui me soutient. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, on voit de 415 $ à 380, allez, je vous arrondis à peu près à... Vous avez encore une 7-8% de baisse. C'est pas, je ne sais pas si on va les faire ou pas. On peut très bien rebondir, retenter quelque chose. Mais ce que l'on voit clairement, c'est que même si on tient une nouvelle fois ce support-là, il faut considérer qu'en gros, on est en mode trading et rebond technique. Ce n'est que le jour où on arrive à faire un truc comme ça, là, comme ça, et qu'on repart là, que là, on se dit, ouais, il y a un truc à jouer peut-être plus moyen terme, et j'ai un peu plus de repères pour mon plan, gérer mon risque, gérer ma taille de position. Mais là, on est un petit peu en mode cliffhanger, c'est-à-dire que j'ai une corde, elle est en train de lâcher, et je ne sais pas si je tire encore un coup dessus trop sèchement, si je la fais pas lâcher plus vite. Donc voilà un petit peu où on est. On sent bien qu'on est un petit peu en lévitation entre deux. Et donc là, c'est à chacun de faire attention un petit peu à son risque sur des niveaux comme ça. On a le Nasdaq, on voit qu'il vient de rebondir sur les 13 460, comme on en avait parlé là. Ouais, c'est du rebond qui va se faire au prorata, mais à ce stade-là, il faut conserver de se dire, je suis en rebond technique. Il faudra vraiment là, il faudra énormément d'impact pour aller revenir au-dessus des 13 900, 14 000. Et quelle force les acheteurs vont laisser dans la bataille. C'est les seules choses dont il faut se dire, c'est que les rebonds, c'est bien, mais quelle force on est en train de laisser dans la bataille. Et c'est ça que je regarde quand j'ai un rebond devant les yeux, c'est la force de ce rebond-là. Est-ce qu'il se fait avec des volumes? Est-ce qu'il se fait sans volume? Est-ce que dès qu'on arrive sur des résistances, on voit tout de suite qu'en gros, on galère et on met très longtemps pour rebondir, et puis paf, d'un coup, très rapidement, les vendeurs reprennent le dessus et refont perdre en 3 fois moins de temps tout ce qu'on a gagné. C'est ça qui est important de bien regarder. Évidemment, je ne vous parlerai pas de crack, j'en sais rien, je vous parle de gestion du risque, d'être prêt à tout. Mais tout ça, évidemment, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les semi-conducteurs, c'est pas has-been. Tout ce qui est tech, etc., c'est pas has-been. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ça va permettre aussi de revenir à des niveaux de valorisation plus normaux. Ça va permettre de faire le tri également entre les valeurs. Et on va se rendre compte, et le marché reviendra avant tout sur les valeurs qui sont capables de croître plus que l'inflation et la croissance du PIB, et d'avoir une visibilité avec un endettement mesuré. C'est ça qui va être important si on doit faire le tri aujourd'hui et continuer de s'intéresser pour le plus long terme à des valeurs de croissance. C'est une des manières de faire le tri dans ces dossiers. L'argent globalement c'est la même chose que l'or, etc. J'ai fait un petit peu tout le tour. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de certaines valeurs parce que globalement on a toutes les catégories de valeurs. Vous avez encore des valeurs qui sont en tendance haussière. Vous avez les valeurs, tout ce qui était énergie, charbon, etc.,
qui ont fait du x2 ou du x3 et qui là se prennent du moins 10 ou du moins 15%, c'était ce dont on avait parlé dans la vidéo d'avant, c'était de se dire, de la même manière que pour l'obligataire, c'est de se dire à un moment donné ou à un autre, même si votre scénario de long terme, d'augmentation des prix d'énergie, etc., reste valable, il faut bien se dire qu'à court terme, on trouvera toujours un prétexte de se dire l'augmentation des taux, ça va impacter la croissance, qui va elle-même impacter l'inflation, mais du coup, si ça impacte la croissance, ça impacte notre demande en énergie, si on arrive dans une récession économique. Oui, mais voilà, donc on peut toujours trouver des prétextes et expliquer les choses de cette manière-là, mais pour faire plus simplement, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez un truc qui est passé en mode hausse exponentielle, eh ben, vous avez bien des portefeuilles qui vont devoir prendre des profits, ne serait-ce que pour venir renflouer tous les effets de levier et tous les appels de marge qu'ils ont sur la tech, parce qu'ils sont faits démonter par des résultats de Netflix, par exemple. Et donc, du coup, ils soldent Netflix, mais il y a un effet de levier où il y a des appels de marge qui font qu'on est obligé de solder aussi ce qui a marché. Et donc, tout ce qui est un peu plus cyclique. Même la défense, hein, on le voit, alors on n'est jamais à l'abri d'une escalade, mais tout ce qui est Rheinmetall, Thales et compagnie, là aussi, vous êtes sur des plus hauts, mais à un moment donné ou à un autre, il faut s'attendre aussi que vous ayez des consolidations sur ces valeurs-là. Ça ne remet pas en cause tout ce qui est pétrole, Morel et Prom, vous avez vu, ça a pris, je sais plus, moins 15 à un moment donné au plus bas. Ce qui plus est, sur la valeur n'est pas super liquide, ça peut vraiment descendre très rapidement. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ça reste des hausses exponentielles, et donc en fait vous avez le prorata. Et ce prorata, ça peut être du moins 10, moins 15, moins 20%. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il va être acheté, parce que vous restez dans des tendances haussières, moindre risque, et le premier prorata est toujours acheté, parce qu'il est vu par tous ceux qui ont loupé le train, tous ceux qui ont pris le train mais qui ont vendu une partie, tous ceux qui ont pris le train mais qui ont pensé qu'ils n'en avaient pas assez, tous ceux qui ont pris le train mais du coup ils sont fait laminer sur la tech, donc du coup ils sont sortis de la tech, ils ont énormément de cash et ils pensent qu'ils vont se mettre sur ce qui marche. Et ben en fait tout ça, ça crée des flux, c'est-à-dire que les rebonds et les relances les plus faciles à jouer, même dans un marché baissier, ce sont sur les valeurs qui étaient dans des tendances haussières, qui viennent de se prendre un shoot justement en mode prorata, et ce sont celles qui auront les rebonds. Alors potentiellement que ces rebonds-là tourneront court et valideront qu'on a besoin de construire des figures de consolidation plus longues, plus fortes, mais vous avez justement ce rebond suite à un prorata qui vous permet en règle générale en mode trading, d'aller chercher un peu plus facilement, entre guillemets, parce que jamais rien n'est facile, ou on va dire c'est simple en théorie, mais pas facile dans la pratique. Mais en gros, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc du Morel et Prom, je veux dire, j'étais à 4,20 €, je ne les ai pas touchés, mais en gros, voilà, poum, vous allez chercher là en l'occurrence 10%. Après, Morel et Prom, c'est un titre qui n'est pas super liquide, donc vous pouvez avoir des variations qui vont super vite. Voilà. Et après, vous avez aussi dans des valeurs qui sont non cycliques, on voit le marché qui retourne dessus déjà depuis plusieurs semaines. Donc ça aussi, voilà, c'est des valeurs qui sont plus défensives. Alors c'est un peu plus pépère, hein, vous n'allez pas faire des gros décalages avec, mais ça vous permet au moins de pas perdre globalement. Après les valeurs de rendement, voilà, et puis les dividendes vont tomber hein, sur ce mois de mai, il y en a certains qui sont déjà tombés. Donc là aussi, on peut se dire que les gros investisseurs également ne vont pas vouloir sortir de ces positions-là sans toucher leurs dividendes. Il faut également se dire que la majorité des fonds que je regarde, en tout cas, ils n'ont pas de cash. Ils sont quasiment tous full invest. Donc, si le marché se casse la gueule, c'est ballot parce qu'ils prennent toute la baisse, évidemment. Si le marché remonte, ils prennent toute la montée, voilà. Mais ce qu'il faut bien se dire, pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que en soi, je joue pas aux devinettes. Ce qui m'intéresse, c'est de dire quelle est la poche de liquidité éventuellement restante pour payer les supports. Si personne n'a de cash, même sur les bonnes sociétés, etc., il n'y a personne pour payer les supports. Donc les supports peuvent lâcher plus facilement. Donc du coup, l'idée également, c'est de se garder une réserve de cash, se dire si, parce qu'on ne travaille qu'avec des si, hein, si il se passe ça, je fais ça, c'est ça notre boulot. Si le marché décide en effet de faire le côté panique, il faut que je garde une certaine poche de cash parce que ça peut être des baisses assez drastiques et c'est là quelque part
dans ce côté un petit peu en mode jeu panique, c'est là que ça m'intéresse vraiment de pouvoir acheter des valeurs sans qu'elles soient de risque, mais juste pour des questions de bons dossiers. Quand je regarde Ubisoft, hein, que j'ai payé l'autre jour, alors après, bon, il y a une annonce, un truc, un machin, évidemment, c'est coup de bol, mais globalement, c'est ça aussi, c'est de se dire, j'ai une valeur qui n'est pas moins de risque, qui est en tendance baissière, mais je l'achète parce qu'elle est en train de revenir sur un niveau que je trouve intéressant, que je trouve sous-valorisé. Et donc, je me mets le titre sous le nez en ayant la position vraiment en portefeuille. Puis, en fait, après, ça c'est ma première position. Puis, après, ce que je veux, alors dans la théorie, dans l'idéal évidemment, des fois les émotions se mettent au milieu du chemin. Mais après, ce que je veux, c'est attendre la construction, attendre d'avoir des congestions qui se mettent en place pour que le marché me dise oui, oui, je valide bien que tu es en train de voir la même chose que moi, qu'on est arrivé dans une zone où les vendeurs vont avoir un petit peu plus de mal, vont se chamailler avec les acheteurs, ça va faire pas mal de variations, et petit à petit, on va congestionner jusqu'au dénouement final. Et là, je peux commencer à accumuler ma position pour jouer véritablement le retournement. Après, voilà, vous avez des annonces, comme il y a eu des annonces sur Atos il y a quelques mois. Là, je n'avais pas su en profiter. Sur Ubisoft, voilà, je n'ai pas hésité ce coup-ci, j'ai pris la moitié des profits. Mais globalement, voilà, je reste sur la même idée, c'est-à-dire c'est un niveau de prix qui m'intéresse, je veux garder au moins un fonds de position parce que c'est une valeur que je veux dimensionner. Alors c'est pas du trading, hein. Alors là il y a eu une annonce coup de bol, donc ça s'est transformé en opération de trading. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, bon, j'ai du capital, j'ai un gros portefeuille, je suis capable d'immobiliser du capital, donc voilà, il y a ces positions-là qui vont m'intéresser. Mais pour des plus petits portefeuilles, immobiliser le capital, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus impactant. Alors ça dépend de votre profil, bien entendu. Mais c'est là, voilà, où il faut bien savoir faire la part des choses, bien comprendre la volatilité inhérente au marché, et bien comprendre que quand vous êtes dans un marché comme ça, qui est très incertain, eh ben, lorsque le marché rebondit, il le fait en règle générale petit à petit et doucement. Et on le voit, on a eu quasiment 2 semaines, 3 semaines de remontada. Mais quand il redégueule, il ne fait pas à moitié. Et ça, c'est ce qui vous renseigne également que le marché, il est quand même dégradé. Et donc, en gros, qu'il faut que vous soyez encore vigilant et que vous soyez réactif. Donc, une poche de cash aussi, c'est toujours intéressant un petit peu à conserver. Voilà, une vidéo, bon, vous savez, je prépare rien, hein, donc c'est plutôt... j'avais sélectionné quelques titres à regarder, mais je pars du principe que le plus important, c'est le mental, c'est la psychologie, surtout dans ce type de marché-là. C'est une bonne psychologie qui fera vos plus-values et pas une bonne config, essentiellement. Mais c'est ça qui est pour moi le plus important. Dites-vous bien que dans ce type de marché-là, la clé pour performer, en fait, c'est de moins perdre ou de ne pas perdre. Parce que quand les marchés redeviendront plus clairs, que vous aurez des signaux un peu plus jouables avec des repères, etc., ben, si vous avez conservé l'essentiel de votre portefeuille, ben, ça ne sert à rien d'être frustré aujourd'hui parce que vous êtes à moins 3 ou moins 4 ou moins 5%. C'est une bonne perf. Il ne faut pas omettre qu'aujourd'hui, être à moins 4, moins 5% sur son portefeuille, il faut vous taper sur l'épaule, vous dire c'est une bonne perf. Oui, on a l'impression qu'on a passé 4 mois et qu'on aurait mieux fait de rien faire. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y avait la place dans ce marché pour faire d'excellentes perfs. Et moi-même, le premier, je suis frustré aujourd'hui, même si j'ai une perf qui est très confortable. Mais je sais très bien qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux, surtout avec tous les scénarios macro qu'on avait pu distiller et qui, ma foi, n'ont pas été mauvais. Mais après, ce qui a été mauvais pour ma part, en tout cas, c'est j'ai pas appuyé sur le bouton, ou très peu, ou pas assez, ou pas au bon moment, bref. Donc après, c'est à chacun de faire son introspection, bien entendu, et peut-être que je reprendrai des vidéos qui peuvent éventuellement apporter également en faisant mes propres introspections. Mais voilà, c'est important. Je veux dire, c'est suffisamment dur pour qu'en plus on se flagelle, quoi. Donc, ça ne fait pas du bien à votre capital mental. Le capital mental, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo et de conclusion, c'est on est des gestionnaires de risques et un des risques, c'est nous. Hein. On est l'un des plus gros risques si on ne va pas bien. Si on est frustré, si on est blasé, qu'on veut rattraper des pertes, etc.,
c'est le meilleur moyen de se brûler, finir de se brûler les doigts. Donc, une partie de la gestion du risque et des incertitudes, c'est nous, c'est se gérer nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut travailler également. Beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur la technique, mais une fois qu'on a les bases, grosso modo, qu'on a une stratégie, qu'on a quelque chose voilà, qui nous plaît, qu'on a intégré, et pas qu'on copie. Hein. Moi je pars du principe, c'est la même chose. Quand je vous propose ma stratégie, le but c'est que vous l'intégriez à vous-même, à votre profil. C'est là où elle va réellement donner des résultats. Et bien comprendre et bien suivre ensuite ce type de process. Voilà, et faire confiance. Faire confiance au process, faire confiance à la stratégie, se faire confiance à soi également par la suite. Et donc travailler sa psychologie. Je dirais que l'essentiel du boulot, une fois qu'on a acquis les bases et une certaine expérience, ça, en fait, on y bosse toujours. Et on est un éternel étudiant finalement de soi-même et de cette psychologie qui reste la clé. Voilà, je vais finir là parce que j'ai plus de voix. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à la liker, etc. Tout ce qui peut permettre éventuellement qu'elle soit vue et reconnue par plus de personnes, parce que je pense que ça peut toujours aider. Excellent week-end à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, je n'ai pas fait de valeurs, ne m'en voulez pas, on reprendra certainement le cours des valeurs, mais j'ai pensé que voilà, garder une vidéo suffisamment courte, entre guillemets, pour faire un point sur ce qui me paraît essentiel. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous, et à lundi sur graphceobourse.fr, qui est le site internet, hein, je vous rappelle que je fais des chroniques également quotidiennes là-dessus, donc en gros entre midi et 2. Vous pouvez lire très rapidement et vous avez l'essentiel de ce que je peux penser à vif en cours de séance. Salut les graphes.